a tenu bon malgré les sévices qu'on lui a octroyés, avec une maison qui a brûlé, et donc avec ce fameux procès qui, malheureusement en France, et là j'ai envie n'a pas passé suffisamment les médias. Il faut espérer que ce film-là puisse avoir un impact dans la presse en France. Alors, si vous voulez, il y a plusieurs points tout de même. Ce que je voudrais souligner, c'est que ce film ne traite qu'une partie du problème. C'est le cancer. Or, c'est un des problèmes qui, effectivement, est le plus étudié dans le monde actuellement par les équipes que vous avez vues, mais par d'autres. Je pense notamment à l'équipe du professeur Lennart Hardell en Suède, qui est l'un des meilleurs, plus grands spécialistes au plan épidémiologique sur les liens entre champs électromagnétiques et cancer du cerveau. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui a été à peine souligné à une reprise, et c'est peut-être plus facile à la limite que le cancer, c'est le problème de l'électrohypersensibilité. L'électrohypersensibilité est une affection tout à fait nouvelle qui, si vous voulez, met directement en cause des champs électromagnétiques. C'est d'ailleurs ce qu'a souligné dans le film le docteur Carlos. Or, cette affection est encore beaucoup plus fréquente que le cancer. On évalue actuellement, les dernières évaluations, c'est entre 3 et 10% de la population dans certaines régions du monde, au pays. En Californie, c'est presque 10% de la population qui est atteinte par cette nouvelle affection qui se traduit par un abaissement du seuil de tolérance aux champs électromagnétiques dans le cerveau, dans une région particulière du cerveau que le système l'indique, et qui fait que les malades ont des troubles cognitifs, c'est-à-dire ont une perte de mémoire immédiate, ont des troubles de l'attention et de la concentration, ont des maux de tête, ont des troubles de la sensibilité superficielle et profonde, etc. Donc un certain nombre de symptômes qui rendent la vie intolérable. Or, si vous voulez, là aussi, les pouvoirs publics, politiques et les opérateurs nient l'existence de cette souffrance qui est certes reconnue, mais qui n'est pas attribuée au champ électromagnétique. Alors, si vous voulez, pour ce qui est de la France, ce qui a été dit, là je vais répondre plus directement à votre question, il y a, vu les États-Unis et vu peut-être de l'Allemagne ou de l'Autriche, il y a peut-être en France, comme semblait le dire le représentant de l'OMS à Lyon, il y a un début de reconnaissance. Vous savez qu'il y a la loi Abeille, et cette loi, si vous voulez, protège ou veut, si vous voulez, a pour objectif de protéger la population en général des champs électromagnétiques. Mais cette loi, qui va dans le bon sens bien sûr, n'est qu'un pâle reflet de ce qu'il faudrait faire en réalité. Pour ce qui est de la situation au niveau international, nous sommes directement en relation avec l'OMS. J'ai créé, il y a 6 mois à 9 mois, 6 mois à 1 an, un groupe international rassemblant les meilleurs chercheurs dans le domaine du cancer et de l'électrohypersensibilité, mais aussi des spécialistes concernant les effets nocifs des champs électromagnétiques chez les enfants. Et vous savez que c'est l'énorme problème. Aujourd'hui, c'est les enfants. Et donc, nous sommes en lien direct avec certains représentants de l'OMS, notamment la docteure Marianne Hera, qui est la responsable du département santé-environnement de l'OMS. Et les choses avancent, mais à petits pas. Il est évident aujourd'hui, c'est ce que je disais en out of record, si j'ose dire, c'est que nous, en tant que chercheurs, si vous voulez, il y a une conviction intime. La conviction intime en science fait que, au nom du principe de cohérence, c'est-à-dire au nom du fait que
vous prenez non pas uniquement un fait démontré, un fait qui va dans le bon sens, mais vous prenez l'ensemble des faits et vous en faites une synthèse. Est-ce que, oui ou non, il y a une cohérence? Et aujourd'hui, ce que je vous dis, que ce soit d'un côté le cancer, que ce soit de l'autre côté l'électro-hypersensibilité, que ce soit au niveau de la biologie, on vous a parlé, avec l'étude réflexe du docteur Adolphe Kopfer, on vous a dit qu'il y avait des cassures des chromosomes, et en particulier de l'ADN, et en particulier donc des gènes qui pouvaient être atteints. Mais le problème, pour ce qu'on appelle les effets non thermiques des champs électromagnétiques, c'est pas la génétique intervient, mais c'est surtout l'épigénétique, cette nouvelle discipline essentielle au niveau de la biologie qui fait que même sans casser les gènes, vous pouvez modifier l'expression des gènes et donc avoir des effets délétères au niveau de l'organisme. Alors si vous voulez, tout ceci, quand on rassemble l'ensemble de ces données, il n'y a plus de doute au niveau scientifique. Il y a uniquement un doute dans l'opinion qui est entretenu, bien sûr, par les lobbies, qui crée la confusion et le doute de façon à, si vous voulez, noircir les données scientifiques. Mais tôt ou tard, et c'est ça peut-être un espoir, l'espoir que j'ai personnellement, c'est que avec le combat qui est mené aux États-Unis et partout, si vous voulez, en Europe, etc., avec ce qu'a fait le Dr Carlos, et à qui il faut rendre hommage, bon, c'est un combat, mais il y en a d'autres aujourd'hui, qui est justement cette reconnaissance scientifique. Le vrai problème, c'est que, et c'est d'ailleurs la pierre d'achoppement du procès qui est en cours aux États-Unis, et dont je n'avais pas conscience avant de venir, je dois le dire très franchement, c'est justement la qualité des recherches scientifiques. On ne pourra jamais rien prouver au niveau juridique s'il n'y a pas, si vous voulez, une qualité scientifique suffisante pour que l'ensemble de la communauté médico-scientifique internationale soit convaincue qu'il y a des effets. Mais ce que je peux vous dire, car je sillonne un petit peu le monde entier, enfin le monde, essentiellement l'Europe, mais également je dois être aux États-Unis dans quelques mois pour justement parler si vous voulez, d'électro-hypersensibilité. Je devais être à Houston, ça portait l'année suivante, mais si vous voulez, au niveau scientifique, au niveau de la communauté médico-scientifique internationale, au niveau des publications, il y a, si vous voulez, un acheminement progressif vers une vérité qui est mise petit à petit, qui est émise en direction de la communauté médico-scientifique et qui abonde, commence à abonder avec qui abonde, si vous voulez, avec le message actuellement, avec une conviction, au-delà de l'intime conviction, avec une reconnaissance de ce qui se passe. Voilà. Alors, je pense qu'il y a deux, je vais en arrêter là. Je pense qu'il y a d'abord un point essentiel, c'est qu'il faut garder espoir, il faut aussi cette reconnaissance, sachant que le jour viendra, comme ça a été le cas de l'amiante, comme ça a été le cas du tabagisme, mais j'espère que ce sera plus vite que l'amiante. Il a fallu un siècle pour l'amiante. Pour ce qui est du tabagisme, il a fallu au moins 25 ans pour qu'on reconnaisse ces effets cancérigènes. Là, c'est beaucoup plus grave. Il faut aller plus vite, car c'est non seulement le cancer, mais c'est peut-être, je dirais, bien que le film a été centré sur le cancer, c'est peut-être la partie, je dirais, marginale. Bien que ce soit grave, bien sûr, d'avoir un tumeur du cerveau, mais en nombre de malades, ça reste relativement marginal. C'est l'électro-hypersensibilité qui est certainement l'affection la plus dangereuse aujourd'hui, car elle concerne les jeunes enfants, les adolescents, avec de véritables addictions au téléphone portable ou à l'ordinateur connecté en Wi-Fi, et avec, si vous voulez, des effets sanitaires qu'on a déjà. Pour ce qui est de la France, et je reviens encore sur ce qui a été dit, en ce qui concerne le QI, les analyses françaises montrent qu'il y a une perte de 3,9 points du QI chez les adolescents de moins de 17 ans qui utilisent les téléphones portables. Et aux États-Unis, c'est 6 à 7 points en moins. Donc c'est pour vous dire que les urgences aujourd'hui, c'est l'enfance. Alors, ça c'est, mais il y a tout de même l'espoir que les scientifiques arrivent à prouver cela.
il y a une responsabilité en tant que nous, société civile, pour, si vous voulez, ne pas attendre forcément que les politiques ou les opérateurs décident quoi que ce soit. J'ai d'ailleurs une énorme critique à faire vis-à-vis du système de Finlande, mis au point en Finlande, même si on vous arrête la communication, c'est pas ça qui va faire que vous serez moins exposé au champ électromagnétique, car, et c'est ceci la gravité, ça n'est pas l'intensité de dose, autrement dit, l'intensité des champs électromagnétiques que vous avez à l'oreille, qui compte, elle compte, mais c'est pas uniquement ça, c'est qui est le poison, c'est la durée d'exposition, autrement dit, des doses très faibles, mais prolonger l'exposition font que vous allez tout de même, par ces mécanismes épigénétiques, avoir, si vous voulez, une affection qui va apparaître. Des années et des années après, comme pour le cas des cancers. Donc, de grâce, la conclusion est la suivante. Retroussons nos manches en tant que parents, en tant que citoyens, pour faire en sorte, si vous voulez, que nos enfants, même si, et nos adolescents, même si c'est difficile, utilisent moins souvent un téléphone portable. Oui, ça va? Ah, ok. Bon, tout d'abord, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup à Jupiter Film qui a quand même pris la distribution de ce film, qui est déjà passé en Allemagne et en Autriche avant. Et puis merci au Dr Belfond qui est chez nous en Allemagne aussi très regardé, je peux le dire. Et ça fait grand plaisir de voir votre puissance et c'est fantastique pour moi. C'est ma mission en fait. Je suis, si vous voulez, confronté la première fois en passant par des gens qui m'ont dit qu'ils sont électrosensibles. C'était vers 2004. C'est pour ça que j'ai fait un petit voyage à l'époque chez M. Rapaccioli, parce que ça me semble un peu bizarre, ce monsieur, qui dit qu'il n'y a pas de problème, et lui-même avait trouvé des problèmes, donc je commençais là. Ensuite, je fais un film pour France 2. À l'époque, c'était Yves Janot, un grand monsieur qui était le chef du documentaire ici à Paris, qui a fait passer donc un 52 minutes, portable en accusation. Et le sujet m'a toujours pris. Je gardais les contacts et je pense que c'est très important qu'il faut se battre pour un changement parce que c'est juste ce que vous venez de dire. Et j'ai toujours demandé, c'est la science qu'il faut suivre. Et la science maintenant dans le monde entier a vraiment énormément de preuves. On peut quasiment dire qu'on n'a plus besoin de la science. Il faut maintenant vraiment il faut un changement. On ne peut plus continuer comme ça, surtout pour les enfants. Et moi-même, j'ai 3 enfants, donc je suis responsable. Mais bon, c'est difficile et merci d'être venu et merci à vous aussi. Et voilà. Je reste branché. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à partir de maintenant? Parce que le contexte est assez équivoque, les informations ne sont pas très claires, personne n'a vraiment le courage de prendre des mesures adéquates quand on sait que l'hyper-électrosensibilité n'est pas vraiment réversible. Que faut-il faire à partir de maintenant? Oui, alors. Bon, donc, il faut certainement pas se laisser faire. Et ne pas attendre que les recherches arrivent à tout prouver pour agir. Car les recherches demandent du temps. Et il y aura encore énormément de temps à consacrer à ces recherches. Bien que il y a tout de même une union qui s'est faite entre les différents chercheurs au travers des différents pays. En France, par exemple, la France est lanterne rouge en matière de recherche sur les champs électromagnétiques, bien que l'État ait donné de très importants financements
à l'ANSES notamment, qui est l'agence qui s'occupe de santé, d'environnement et de risques au travail. Malheureusement, il n'y a pas de publication. Il y a de l'argent qui arrive, mais il n'y a pas de publication, tout simplement parce que les chercheurs en France, la recherche en France n'est pas forcément à la hauteur au niveau international, dans ce domaine-là en tout cas. Mais il y a une collaboration énorme qui se fait entre les différents pays. Il y a des équipes italiennes remarquables actuellement, notamment en Sicile. Il y a une équipe qui est directeur de l'UCA à Rome et absolument remarquable. Il y a en Suède, vous avez des équipes absolument remarquables. Il y a le professeur Kundi en Autriche, que vous avez vu dans le film. Il y a le professeur Adelkofer, qui est à la retraite maintenant, mais il y a d'autres qui ont pris le relais en Allemagne. Et donc, aux États-Unis, il y a une mobilisation. On commence à faire au niveau de la communauté scientifique américaine. Donc, si vous voulez, il y a vraiment une mobilisation au niveau de certaines équipes de chercheurs qui sont unies. Car le docteur Igor Beliaev, qui est en Slovaquie, par exemple, a eu des ennuis, comme c'est indiqué dans le film. Le docteur Kundi n'en a pas eu, mais c'était à la limite, etc., etc. Il y a effectivement des attaques quand vous êtes un chercheur isolé. Mais lorsque vous vous regroupez, vous acquérez une force d'opposition scientifique. Alors, le problème de fond, c'est que il faut rester absolument scientifique, si vous voulez, sinon nous n'arriverons pas à convaincre les autorités, qu'elles soient publiques, politiques ou autres. Alors, le grec qui était dans le film, dont j'ai oublié le nom, si vous voulez, il disait il faut que la politique change et que l'administration change, que les opérateurs, que l'industrie change, etc. Moi, je n'y crois absolument pas. Il faut faire en sorte que le combat existera toujours jusqu'à ce que le politique prenne une décision. Pour ce qui est de l'amiante, par exemple, il est clair que, si vous voulez, s'il n'y avait pas eu en 1996 la décision de Chirac de dire qu'on retirait l'amiante du marché, secondairement à un combat qui avait été fait par un certain nombre de chercheurs, dont en particulier le docteur Henri Pézra du CNRS, eh bien, on serait toujours avec de l'amiante dans nos lieux d'habitation et dans nos lieux publics. Donc, il est clair que, si vous voulez, je n'attends pas si vous voulez, un revirement du pouvoir politique, en tout cas de l'industrie du pouvoir politique dans l'immédiat. Il faut faire que ce revirement arrive, et ce revirement ne peut venir que de la société civile, qui représente une force d'opposition extrêmement importante. Alors, il ne faut pas attendre le résultat des recherches. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a toujours ce que je dis, si vous voulez, la priorité des priorités, c'est protéger les femmes enceintes, protéger la petite enfance, éduquer les adolescents. Alors, c'est facile à dire, beaucoup plus difficile à faire. Protéger les femmes enceintes, c'est peut-être ce qu'il y a de plus facile à faire. Parce que, on l'a vu pour le tabac, les femmes enceintes ne fument pas. Il est évident que lorsque j'ai voyagé récemment dans un train, que j'ai vu une femme qui avait un bébé, qui est un nourrisson d'un mois ou un mois et demi, lui donnant le sein, et qu'elle téléphonait de l'autre main avec son portable à son compagnon pour lui dire tout va bien, etc. Le portable était à moins de 10 cm de la tête du bébé. J'ai hésité, je me suis dit, de quel droit je peux parler, je peux rien dire, mais c'est absolument une aberration. Les femmes enceintes ne doivent pas utiliser, sauf cas d'extrême urgence, un téléphone portable. Il faut savoir que l'utilisation d'un ordinateur chez une femme enceinte, lorsqu'elle pose l'ordinateur sur les genoux, elle a un risque de malformation chez son bébé qui est à peu près de 10%. Voilà ce que donnent les données épidémiologiques aujourd'hui. Il est clair que, si vous voulez, aussi, et là je ne suis pas tout à fait en accord avec ce qui a été dit, que et contrairement à ce que dit l'OMS et le CIRC à Lyon, le fait de mettre des oreillettes
ça ne change pas, ça ne protège pas contre l'effet nocif des champs électromagnétiques. Au contraire, ça peut les aggraver, tout simplement, parce que les oreillettes font antenne. Le fil va directement dans l'oreillette et qui est relié au téléphone portable fait antenne et augmente l'intensité du champ électromagnétique dans l'oreille, donc proche du cerveau. Ce qu'il faut faire, c'est utiliser le haut-parleur. L'utilisation des SMS, si vous voulez, c'est un moindre mal, parce que l'ordinateur, le portable est à distance si vous voulez, du corps. Et tout de même pas, il faut savoir que quand vous avez à l'oreille un téléphone portable, que quoi qu'il arrive, il est clair que vous êtes à 1 cm, 2 cm du cerveau, 1 cm du cerveau, et que chez l'enfant, c'est un risque majeur. Donc, il est évident que jamais de babyphone, si vous voulez, utilisé pour savoir si votre enfant respire, etc. Jamais. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, je vois arriver dans mon cabinet de consultation un père qui avait un enfant, un adolescent de 13 ans, qui était, si vous voulez, avec des troubles cognitifs majeurs. En gros, il était du niveau de la CM2. C'est-à-dire qu'il savait à peine lire, et si vous voulez, il ne répondait pas aux questions, etc. Et j'analyse les conditions de cet enfant particulièrement. Je ne trouve rien qui me laisse penser, présager qu'il avait été exposé à un champ électromagnétique. Et puis le père me dit, j'ai aussi une fille qui a 10 ans, mais qui est à un stade encore plus difficile. Alors, j'ai tout de même l'œil en me disant, bon, s'il y en a 2 enfants, le fils, la fille, qui sont avec ces troubles cognitifs, il y a peut-être un lien. Est-ce que c'est héréditaire? Rien du tout. Et je tombe sur le fait que, comme ceci par hasard, le père me dit, nous avons utilisé dans les 2 cas un babyphone pendant les 3 premières années de la vie de notre fille et de notre fils. Et donc, il est clair, c'est une anecdote comme une autre, mais quand vous avez en charge des enfants qui sont handicapés à ce point-là, alors le fils, j'ai appris qu'il était devenu pompier, donc tant mieux pour lui, il a un petit boulot, mais c'est absolument extrêmement difficile. Et quand c'est arrivé, c'est trop tard, bien sûr, c'est irréversible. Alors, donc, pour les ados, il faut vraiment, d'abord, pour les enfants, ne jamais mettre un téléphone portable dans les mains d'un enfant qui a moins de 12 ans. Ça, c'est une règle absolument correcte. Jamais de téléphone, jamais de mise au contact à moins de 12 ans. Pour les ados, c'est extrêmement difficile de les protéger, de faire en sorte qu'ils n'utilisent pas les téléphones portables, surtout que ça va en plus. Ça vient en plus avec l'utilisation de l'ordinateur, et il y a une véritable addiction pour l'ordinateur chez les adolescents actuellement. Vous avez des adolescents qui font jusqu'à 10 heures, 12 heures d'ordinateur par jour. Ils se couchent à 3 heures du matin et c'est tard le matin, mais parce qu'ils ont fait. Et là, si vous avez un ordinateur qui est connecté en Wi-Fi, là, c'est la catastrophe. Alors, jamais chez les adolescents, jamais plus de 20 minutes par jour, par séquence de 5 minutes avec le téléphone à l'oreille. Jamais plus d'1 minute. Et si possible, faire en sorte qu'il n'y ait pas de téléphone à l'oreille. Il faut limiter le nombre de SMS. Il y a une étude qui a été faite en France et qui a montré, par exemple, que, si vous voulez, la moyenne des SMS dans la ville de Saintes, c'est dans le sud-ouest, chez des gamins de 3e, seconde et première, c'était plus de 500 SMS par jour, sous la table, bien sûr, etc. Donc, ça veut dire que nous avons une responsabilité, non seulement en tant que parents vis-à-vis de nos enfants et petits-enfants, mais également une responsabilité à assumer vis-à-vis de l'école. Il est évident qu'il faut interdire l'utilisation du portable en classe, dans les écoles. Alors là,
grâce à Dieu, notre cher président de la République a dit qu'il ne fallait pas utiliser les portables dans les écoles. Très bien. Je ne pense pas qu'il ait compris que c'est à cause de l'électro-hypersensibilité ou des effets nocifs des champs électromagnétiques. Probablement pas. Lui, c'est tout simplement parce qu'on s'imagine que quand on est en train de faire ça, on n'écoute pas ce que dit la maîtresse ou le professeur. Bon, alors, si vous voulez, mais il est clair qu'il faut interdire. Et donc, en tant que parent d'élève, il faut absolument obtenir que, si vous voulez, il n'y ait pas de, si vous voulez, d'utilisation de téléphone portable dans les établissements. Il faut également, et ceci est capital, militer de façon à interdire l'utilisation de la Wi-Fi dans les écoles, du Wi-Fi dans les écoles et collèges, etc. Ça, c'est déjà plus difficile, mais il faut savoir le faire. Et il y a des collèges, il y a des directeurs de collèges qui sont courageux et qui prennent la responsabilité de faire en sorte d'interdire l'utilisation de Wi-Fi. Alors, il va y avoir en perspective le remplacement de la Wi-Fi par la Li-Fi, qui est beaucoup moins toxique a priori en France, mais également, je pense que ça démarre aussi un peu en Allemagne, en tout cas en Belgique. Voilà, donc c'est un combat difficile, c'est pas sûr que ce soit pour demain, mais il semblerait que la Wi-Fi soit moins nocive que la Wi-Fi au niveau de la santé. Voilà. Alors, il est évident qu'il faut remplacer un ordinateur connecté en Wi-Fi par un filaire. D'ailleurs, la connexion se fait plus rapidement et par le filaire, donc veillez à supprimer la Wi-Fi dans vos lieux de vie. Il est évident aussi qu'il ne faut jamais dormir avec son téléphone portable qu'on recharge à côté de soi ou même à côté d'un réveil électronique. Donc il y a un tas de mesures à prendre. Le DECT, il vaut mieux le supprimer, le remplacer par un téléphone, revenir au téléphone filaire classique, ceci est important. Mais je répète, la véritable cause de l'électro-hypersensibilité, c'est l'abus du téléphone portable à l'oreille, l'abus du DECT à l'oreille, l'exposition au Wi-Fi dans le cadre d'une addiction, et les façons de se protéger, si vous voulez, sont différentes lorsqu'on est devenu électro-hypersensible par rapport au fait que lorsqu'on n'est pas devenu électro-hypersensible. Il y a des règles de bon sens, jamais plus de 20 minutes téléphoner par séquence de 5 minutes, c'est contre-indiqué avant 12 ans chez l'enfant, jamais de babyphone, et quand on est enceinte, ne pas utiliser de téléphone portable, sauf cas d'urgence, et non plus pas arrêter de faire d'ordinateur, d'autant plus qu'il est en Wi-Fi. Donc vous voyez, il y a toute une gymnastique à avoir qui n'est pas facile en pratique, mais qui permet tout de même d'éviter, si vous voulez, de tomber électro-hypersensible. Et bien sûr, si vous voulez, le cancer, c'est également... le cancer, si vous voulez, c'est l'inverse de l'électro-hypersensibilité. L'électro-hypersensibilité, ça détruit certaines cellules. Ce qui fait que si, quand on est électro-hypersensible, on ne se fait pas traiter tout de suite et on ne se protège pas contre les champs électromagnétiques, on risque d'évoluer vers un état pré-Alzheimer ou Alzheimer. C'est ça le risque de l'électro-hypersensibilité. Et alors que dans le cancer, c'est l'inverse, ce sont des cellules qui ne meurent pas comme dans l'électro-hypersensibilité ou l'Alzheimer, qui prolifèrent. Voilà, c'est les deux aspects, si vous voulez, de cette toxicité liée au champ électromagnétique. Voilà. Mais je peux vous dire, malheureusement, je suis à 100% d'accord avec ce que je venais de dire, mais malheureusement, par exemple, en Allemagne, c'est bien le contraire. Le gouvernement a donné un signal pour mettre 5 milliards d'euros pour le Wi-Fi aux écoles. Dans toutes les écoles. Donc, quasiment ça se construit. Il y a une grande protestation, mais c'est gouvernemental, parce qu'ils appellent ça la compétence digitale. Ils ont peur que les enfants ne vont pas avoir la compétence digitale, ce qui est complètement fou. Et je pense que là, il y a encore un long chemin à faire. Et heureusement, vous avez, vous aussi, des groupes maintenant
Et il faut mettre aussi un peu les gens. Et c'est pour ça aussi que je fais ce film. Voire moi mettre un peu un pied dans la porte. Parce que, par exemple, je fais un événement en passant le film par 1100 personnes dans une grande town hall à côté de Coblence. Et ces gens-là, ils travaillent pour la santé. Et ils ne savaient pas. Ils ne sont pas en courant de ce phénomène, du tout. Ni les processus, ni tous les problèmes qu'ils ont trouvés, les scientifiques, etc. Parce que c'est quasiment pas publié. On le trouve seulement dans les endroits spécifiques si on commence à faire des recherches, et ça demande du travail. Et là aussi, il faut vraiment se regrouper et internationaliser, sensibiliser. Il y a aussi un organisme qui s'appelle Europa-EM. C'est le médecin environnemental. Vous êtes en contact, je pense que vous avez à Luxembourg aussi, en mois de septembre, il y a un congrès, quelque chose. Et ça, c'est très important. Mais ce que je voudrais simplement dire, c'est que ce film est absolument remarquable. Je n'ai vu aucune anomalie scientifique. Tout ce qui est dit au plan scientifique de ce film est absolument correct. Et donc, si vous voulez, c'est ce qu'il faut retenir du travail que vous avez fait, cher monsieur. C'est un travail de qualité, et la seule chose que je demanderais, c'est qu'il y ait un deuxième film qui suive, centré sur l'électro-hypersensibilité. Et ce que je demanderais dans l'immédiat, par contre aussi, c'est qu'on diffuse ce film le mieux possible, et le plus possible. Alors ça, je prends tout à fait au sérieux. Et je dirais qu'on se fait un devoir avec Klaus de rajouter un volet avec des mesures de protection pour chaque citoyen qui puisse appliquer lui-même. Et j'espère qu'on peut compter sur votre collaboration. Vous avez déjà collaboré sur le texte, mais c'est à peaufiner, c'est à finir. Mais il y a quand même une dernière question. Absolument. Et l'enfant, et les femmes enceintes, et la santé en général. C'est un... Mais... Sur l'enfant, la gravité de l'enfant, ce qui se passe chez l'enfant, chez les femmes enceintes, la gravité qui est là, et l'électro-hypersensibilité, c'est ça. Juste une dernière question avant de passer le micro dans la salle, et peut-être qu'on peut être bref dans la réponse. Quand on vous entend, donc scientifiquement, on peut se dire qu'il y a vraiment un danger. Est-ce qu'il n'y a pas des responsabilités à aller chercher ? Bien sûr qu'il y a des responsabilités. Donc, je veux parler par là de procédure pénale. Mais si vous voulez, oui, bien sûr. Mais si vous voulez, si j'ose dire, mon boulot, avant tout, c'est d'être un chercheur et de voir scientifiquement ce qui se passe. Bon, là, je confirme ce que je vous ai dit. Les chercheurs qui ont été choisis pour ce film sont des gens absolument remarquables. On ne peut pas mettre en doute, si vous voulez, leur découverte et leur intime conviction, car il y a également une intime conviction en recherche. C'est ce principe de cohérence dont je vous parlais tout à l'heure. Quand ils vous disent que, au début, le Dr Carlo, vous avez bien vu, il prend des gants, il dit, attendez, on n'a rien prouvé de façon définitive, mais il y a tout de même un doute majeur qu'il y a un risque pour la santé. Alors, ça c'était dans les années 2005, mais depuis 2005, on a fait d'énormes progrès, et la certitude s'accroît en permanence. Bon, alors, d'abord, unir les chercheurs. Ma tactique, elle est d'unir les chercheurs, si vous voulez, au niveau international. Les gens qui sont top niveau, c'est-à-dire les gens qui sont vraiment... c'est pas des gens qui sont en train de raconter leur vie, non, des gens qui ont publié des articles scientifiques dans des revues à comité de lecture, des gens qui sont absolument incontournables au niveau scientifique. Et il y en a de plus en plus. Vous savez que maintenant, on est à peu près une vingtaine. Bon. Donc, ça brille. Maintenant, effectivement, votre question, ce qui est plus tellement de notre ressort, qui est plutôt là du ressort
je dirais, du militantisme. Et quelquefois, on m'a accusé en disant débrouillez-vous, soyez un chercheur. Et même d'ailleurs, on met en doute ce que vous faites, etc. Ne vous occupez pas du reste, on s'en charge. Non. Hippocrate, pour dire en tant que médecin, si vous voulez, Hippocrate, il a passé toute une partie de sa vie à essayer à réfuter le fait que, contrairement à ce qui était dit dans les temples, si vous voulez, de l'époque, les grands prêtres disaient que les maladies c'était lié à la colère des dieux. Et Hippocrate il a dit non, c'est dans la nature que se trouvent les causes des maladies. Et donc il a passé le reste de son temps à, si vous voulez, dans son fameux traité des eaux, des airs et des lieux, à essayer de convaincre Athènes de l'époque, les politiques grecs de l'époque, à dire attendez, c'est pas les dieux qui font les maladies, c'est l'homme par sa façon de se comporter dans la nature qui fait qu'il peut devenir malade, etc. etc. Voilà. Alors, en termes clairs, nous avons constitué un groupe, et là peut-être que ça peut s'adresser également à vous pour nous aider dans ce domaine. Nous avons créé un groupe international d'obédience d'abord franco-italienne, mais maintenant nous avons un certain nombre de gens en Belgique, en Grande-Bretagne, en France bien sûr, et en Allemagne je pense aussi, pour faire en sorte que, vous savez qu'il y a eu le fameux traité de Rome en 2005, je crois. C'est pas celui qui a créé si vous voulez, l'Union européenne, c'est celui qui a créé la Cour pénale internationale. C'est-à-dire que maintenant, pour répondre à votre question, il faut manifestement pénaliser, si vous voulez, sous la forme d'un crime, les gens qui, sans protection suffisante, sans ce qui a été plus ou moins dit dans le film également, mettent à portée de la population si vous voulez, des objets qui sont nuisibles pour la santé. Alors, ce groupement, c'est l'ECRI? Non, c'est autre chose qui est organisé par les SRI, mais bon. Mais c'est très difficile, c'est un autre combat. Le combat juridique est également extrêmement difficile. Bon, il faut bien sûr des données scientifiques fiables, parce que la première réponse que font les juges de façon ou d'une autre, c'est de dire vos données ne sont pas fiables, etc., etc. Et comme les opérateurs créent eux-mêmes leur propre revue dans laquelle ils publient des articles négatifs, où ils infiltrent les comités de rédaction des revues, il y a une confusion, y compris une pollution, y compris au niveau des articles scientifiques. Donc c'est extrêmement difficile. Mais nous avons commencé à établir ce groupe. Ça ne va pas aussi vite que je ne le pensais, mais ce groupe se réunit. Nous avons une réunion au Parlement à Bruxelles, mais ça a été assez difficile. J'ai même été personnellement rencontrer le vice-président de la Cour pénale internationale à La Haye. J'ai été par ailleurs, nous avons été une deuxième fois à La Haye. Ce groupe se met petit à petit en place, mais ce ne sera pas pour demain, car ça va être extrêmement difficile. Et d'autant plus que les juristes avec qui je suis en charge, juristes italiens ou juristes en France, c'est exactement la même chose que pour les chercheurs. On essaie de les écarter, si vous voulez, de leur métier. On les met en retraite anticipée. C'est ce qui est arrivé, par exemple, à Marie-Odile Batalla-Geoffroy, etc., etc. Donc ça n'est pas facile non plus. D'autant qu'il y a une corruption qui se fait même au sein de la justice. Donc si vous voulez, je pense que le résultat qui est obtenu ici, même s'il y a appel maintenant, est inespéré. Ça veut dire que le juge, si vous voulez, il a tout de même émis un jugement qui va dans le bon sens, qui est raisonnable, qui est juste. Aujourd'hui, nous avons malheureusement affaire à une justice qui est corrompue, comme un milieu scientifique qui peut être également corrompu. Parce que là, cher monsieur, vous avez présenté des chercheurs qui ont vraiment cette intime conviction de ce qui se passe, mais vous en avez d'autres qui, payés ou non par des opérateurs, vous diront exactement l'inverse, rien de prouvé, circuler, rien à voir. Alors on va passer le micro dans la salle, il y a des questions ici.
est-ce qu'il y avait une question? Bonsoir, je suis électrosensible, ça fait assez longtemps, c'est-à-dire je réagis aux ondes et je voulais signaler entre autres qu'il y avait une nuisance qui était quand même assez importante, c'est la Wi-Fi des voisins la nuit. Quand on a besoin de se régénérer, le corps a besoin, les organes ont besoin de se régénérer et on n'arrive pas à trouver du repos. Donc il est absolument essentiel d'éteindre Wi-Fi, DSCT, tout ce qui est portable et tout ça la nuit pour que le corps puisse enfin trouver du repos. La journée, le stress, ça va, mais la nuit, il faut du repos. Donc c'est quelque chose d'absolument primordial. De plus, dans les transports en commun, il faudrait faire des pétitions pour pouvoir avoir des zones absolument sans portable et qu'on s'y tienne. Parce que moi qui prends souvent le train, là je viens exprès d'Allemagne et je vais repartir en Allemagne, etc., il est absolument insupportable. Mais je parle, je tiens et je dis excusez-moi, je suis électrosensible, est-ce qu'il vous serait possible d'éteindre votre portable? Sinon je vais être de nouveau obligée de changer de compartiment ou d'aller m'asseoir ailleurs et j'ai le droit de vivre également. Donc je prends la liberté et le courage de dire et d'annoncer partout, attention, je suis électrosensible, je réagis et j'ai le droit également de vivre, pas uniquement les autres. Mais c'est comme quelqu'un qui a de l'asthme, on ne fume pas à côté de lui. On le respecte, donc on a besoin d'être respecté. Oui, madame, mais n'oublions pas que pour le tabagisme, il a fallu 25 ans pour faire en sorte. Donc là, ce que vous demandez n'est pas possible dans l'immédiat. Il y a d'autres moyens. On ne peut pas, si vous voulez, prendre des lois pour interdire des choses comme ceci. Non, mais informer les voisins, informer bien sûr. Informer, oui, mais vous avez des zones, et ce qu'il faut surtout, c'est obtenir des zones où il n'y a pas de Wi-Fi. Dans les trains, je suis assez d'accord. Dans les bus, ça me paraît beaucoup plus difficile. Le métro, la même chose. Le métro, la même chose. Bon, mais si vous voulez mettre tout ça en pratique, c'est pas aussi simple que ça. Parce que vous aurez toujours, compte tenu de ce qui se passe, des gens qui transgresseront, même si vous avez un compartiment qui est sans portable, ou sans wifi, vous aurez toujours des gens qui arriveront, c'est pas aussi simple que ça. Si vous voulez. Moi je comprends la souffrance, je comprends la demande des électro-hypersensibles, mais malheureusement il faut faire avec les moyens du bord actuellement. Je pense que là où on a un rôle à jouer, c'est avec le film aussi, et d'informer le public à mieux respecter. Donc ça va être fait. Il y a une deuxième question. Bonjour, bonsoir à tout le monde et bonsoir. Et merci beaucoup pour ce film et puis pour tous les pour vous qui avez fait ce film et tous les scientifiques. Maintenant, il se passe autre chose qui vient nous rendre la vie beaucoup plus difficile aussi. C'est qu'en France se développe le Linky, les compteurs communicants qui sont les compteurs Linky, le Gaspard et le compteur à radiofréquence aussi haut. Et chez nous, donc, où nous habitons depuis le mois de décembre, on a eu l'imposition des compteurs Linky. Nous, on s'est opposé, donc on a réussi. Mais ailleurs, ce n'est pas le cas. Il y a plus de 540 communes qui refusent le compteur Linky. Ça représente plus d'1 million de personnes qui refusent ces compteurs. Nous sommes nous-mêmes électro-hypersensibles, et ma femme le l'est encore extrêmement. Et de ce fait, oui. Et donc, de ce fait, ça vient se rajouter au téléphone portable. Et que pensez-vous justement de cette évolution ou justement de ces compteurs communicants et comment pouvoir s'opposer à ces compteurs? Alors, il y a deux cas de figure. Ça, je réponds d'abord à la question de monsieur. Mon mari, je complète. De plus, chez nous, on nous a imposé sans nous dire un compteur Gaspard. Excusez-moi. De plus, sans nous dire, avant les vacances, on nous a imposé un compteur à eau individuel Gaspard, qui, pareil, mon mari peut vous l'expliquer. On croyait que c'était un compteur à eau normal,
Et on s'est fait piéger parce que Patrick Hillé a honte. Radiofréquence, en fait. Il émet toutes les 5 secondes des basses fréquences. Et on avait des absences, des pertes de mémoire dans la journée, mal à la tête. D'accord. Et vous n'étiez pas électrosensible avant? Je suis électrosensible. Si, nous l'étions déjà. Alors, écoutez, il y a... Oui, c'est ça. C'est un enfer. Non. Le cas des électro-hypersensibles est un cas particulier en ce qui concerne ces compteurs communicants. C'est déjà un point particulier. De même que les gens qui ont des pacemakers cardiaques, les gens qui ont une neuropathie dégénérative, des scléroses en plaques ou autres, sont des gens qui sont extrêmement sensibles au champ électromagnétique. Donc ça devrait être une exception. Bon, maintenant, pour l'ensemble des gens, il y a, si vous voulez, si le compteur, que ce soit un compteur électrique ou un compteur à eau ou autre, ou à gaz, s'il est dans votre lieu de vie, dans votre propriété, vous avez le droit de vous y opposer. Autrement dit, ils n'ont pas à poser un compteur sans votre accord dans un lieu dont vous êtes propriétaire. Alors, effectivement, si vous êtes en location, le propriétaire peut décider. Donc, voilà, vous décidez de la pose de ce compteur. Ça, c'est le droit, je parle du droit brut et pur. Maintenant, si vous n'êtes pas donc propriétaire ou si votre compteur est situé à l'extérieur de votre lieu d'habitation, là, les moyens si vous voulez, d'opposition sont plus faibles. Vous avez néanmoins la possibilité de mettre une affiche et éventuellement de mettre votre compteur cadenassé. Alors si le compteur est dans votre jardin, là, vous êtes encore dans la propriété, là, ils n'ont pas le droit de pénétrer. Et s'il est sur un palier dans un immeuble où il y a une copropriété, etc., ou s'il est en dehors de chez vous, là, manifestement, vous avez du mal à vous y opposer. Voilà, une autre question ici. Pascal, dont je suis trop sensible aussi. Le film a été pour moi un choc parce que mon électrosensibilité est venue par un téléphone Motorola en 97. Il y a une chose qui je pense est importante pour donner de la visibilité, c'est de faire voir un petit peu notre vie suite à cette évolution d'électrosensibilité. Et moi, ce qui m'importe, ça fait 20 ans que je porte ça maintenant, et j'ai une douleur à l'oreille. J'ai pas la cicatrice que la personne a, mais j'ai une douleur au-dessus de l'oreille. Je voulais poser une question au Dr Obelpom. Qu'est-ce qu'on peut faire pour enrayer l'électrosensibilité? Il faut d'abord, si vous voulez, se protéger, et cher monsieur, vous ne l'êtes pas, parce que je peux voir, les vêtements anti-ondes qu'il faut porter en permanence. Ça, c'est le b.a.-ba, si j'ose dire, et ce qui lui coûte le moins cher. Deuxième point, il faut se faire traiter le plus rapidement possible, mais on ne traite pas une électrohypersensibilité, c'est qu'on fait un diagnostic. Le diagnostic repose sur des tests tout à fait précis. Voilà, alors, se faire traiter le plus tôt possible, se protéger au minimum au plan vestimentaire, et bien sûr, ça n'empêche pas la protection de son lieu de vie, notamment. Voilà ce qu'il faut faire. C'est quoi le traitement? Le traitement, c'est sur un site, je vous donne le site, c'est à base de plantes en partie, publiées, mais également nous venons de publier leurs résultats dans une revue internationale, si vous voulez, mais je dis, si vous voulez, dans ma série de plus de 2000 cas d'électrohypersensibles actuellement, c'est la plus grande série mondiale. Il y a 10% de gens qui se disaient électrohypersensibles et qui ne l'étaient pas, et qui ne le sont pas. Alors, surtout, ne tombez pas dans le travers qui est de dire je vais prendre un traitement parce que je suis électrohypersensible, j'ai fait mon propre diagnostic. Vous prenez un traitement qui est probablement inadapté, qui pourra être inadapté. Si vous ne l'êtes pas, c'est inadapté. Et si vous voulez, si en plus vous ne vous protégez pas, ben, ça dure. Je dis la chose suivante, c'est que autant le traitement et la protection d'un électrohypersensible va lui permettre
une régression, voire une disparition de ces symptômes, dans 70% des cas, parce qu'il y a, lorsqu'on associe le traitement à une protection, un sevrage électromagnétique, mais bien sûr, l'électrohypersensibilité elle-même, qui correspond à un abaissement du seuil de tolérance dans le système nerveux, là, c'est à vitam aeternam, c'est toute la vie. Autrement dit, il faut se protéger toute la vie lorsqu'on est devenu électrohypersensible. Il n'y a pas de non-retour. Voilà. Une autre question ici. Bonjour monsieur, alors je travaille avec un collectif qui s'est récemment monté, qui s'appelle les citoyens lobbyistes d'intérêt commun, qui est composé d'attachés parlementaires, de juristes, de communicants, et effectivement on avait déjà pu analyser ce qui était passé sur la loi présentée par la députée Laurence Abeille, et là actuellement il y a un sénateur, notamment Joël Labbé, le sénateur du Morbihan qui je connais bien. Voilà, qui s'intéresse à ce sujet-là pour faire une prochaine proposition de loi dans les années à venir pour statuer sur pour permettre la reconnaissance d'un statut d'hyper-électrosensibilité, avec potentiellement des zones blanches en France. On connaît les lobbies présents dans ce secteur-là. Là encore, oui, juste bien finir. Il me semble qu'il y a des pays aujourd'hui qui permettent, qui ont reconnu ce statut d'électro-hypersensible, non, des pays scandinaves. Non, on dit toujours ça, mais c'est faux. C'est faux. Non. Aucun pays au monde n'a reconnu... La France, c'est le premier qui a reconnu l'électrohypersensibilité comme un handicap. Il suffit de faire une déclaration à la MDPH, ça marche 9 fois sur 10, et tous les malades sont pratiquement, à quelques exceptions près, reconnus comme handicapés. En Suède, ce n'est pas ça. Et ça, c'est toujours les bruits qui courent au sein des ONG. En Suède, ce que vous avez, c'est que l'État... Non mais il n'écoute pas. C'est que l'État donne une allocation, finance certaines ONG avec le but de payer les soins faits chez les électrohypersensibles. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ils ne reconnaissent pas l'électrohypersensibilité, mais ils donnent de l'argent pour que les malades qui se disent électrohypersensibles soient financés pour leurs soins. Ce qui n'est pas le cas en France, parce qu'en France, on est connu comme handicapé, mais on n'a malheureusement pas de financement, les gens n'ont pas de financement, sauf exception. Il y a certains conseils généraux qui peuvent donner un financement, et c'est vraiment exceptionnel. Alors, bonsoir. Merci pour le documentaire. Bravo pour votre abnégation. Je sens votre enthousiasme, monsieur Belpop. Enfin, non, c'est si vous voulez, le métier de médecin, vous savez, c'est d'abord soulager la souffrance des gens. Alors, on ne peut pas adopter une langue de bois. Hein. Moi, je suis le co-rédacteur d'une gazette qui s'appelle Déconnexion. On s'intéresse beaucoup, on est très critique par rapport à la technologie. Donc, on avait déjà suivi vos travaux en 2015. Moi, je voudrais savoir, vous devez savoir que les plus grosses industries de la planète sont à la Silicon Valley. Aujourd'hui, elles s'appellent les GAFAM. Donc, Google, Apple, Facebook, Amazon. Toutes ces entreprises utilisent la Wi-Fi, utilisent les ondes électromagnétiques. Ils veulent complètement électrifier la planète avec des ballons Wi-Fi au-dessus du Sahara, au-dessus de l'Amazonie, etc. Donc, est-ce que vous pensez que le fait de dire il faut utiliser moins son téléphone portable, ou utiliser moins ses ordinateurs, ou utiliser, c'est une bonne stratégie, ou il faudrait plutôt changer complètement la manière de voir le monde et de le penser et de construire de nouvelles technologies? Vous avez tout à fait raison, cher monsieur. Ce que je dis aujourd'hui, c'est dans ce qu'on dit, ce film et les mesures de protection qui sont énoncées et qui seront, si j'ai bien compris, développées dans le film à maturité, si j'ose dire. Ce ne sont que des... Vous savez, quand il y a quelqu'un qui se noie, le bateau coule et la personne se noie, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie tout de même de lui mettre la tête hors de l'eau. C'est ce que je fais ce soir. Et ça ne veut pas dire que cette personne qui est là va devenir centenaire, bien sûr. Donc, le vrai problème que vous soulevez, c'est que nous sommes aujourd'hui dans un monde où on a
fait l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Autrement dit, aujourd'hui, on a mis, si vous voulez, les valeurs humaines, la santé, l'environnement au service de l'économie, avec, si vous voulez, des gens qui vous disent « Oh ben regardez ce qu'on fait pour la santé, en fait, la santé aujourd'hui ne récupère que des miettes de ce que veut bien lui laisser le système économique. » Alors que c'est l'inverse qu'il faudrait faire. C'est bien sûr mettre les valeurs humaines, la santé et l'environnement, si vous voulez, prioritaires, et mettre l'économie au service de ces valeurs humaines. Et alors, moi je ne vois qu'une seule solution. Alors il y en a deux en fait. Soit une métamorphose, on aura des, si vous voulez, on peut toujours imaginer, croire qu'on va faire après réforme une succession de réformes avec nos politiques, etc. On va finir par changer complètement le système. J'en doute fort, mais nous n'avons pas le temps. Donc il reste la deuxième solution, c'est la révolution. Et ça, je suis devenu révolutionnaire. Et mon prochain bouquin, d'ailleurs, l'un de mes prochains bouquins, ce sera Métamorphose de révolution, les solutions pour demain. Je voudrais vous féliciter pour votre courage, parce que je sais combien c'est difficile. Il se trouve que je travaille sur l'influence des ondes, sur les cellules, et donc effectivement c'est très très compliqué. J'ai regardé pas mal de documentaires, il y en a un qui évoque le célèbre docteur De Sèze qui travaille à l'INERIS, que vous devez connaître, et qui écarte tous les résultats qui montrent qu'il y a une incidence. Et ça, c'est un gros et grave problème. J'avais 2-3 questions à vous poser, parce que j'ai écouté aussi votre conférence que vous avez donnée il y a un peu plus d'1 an, je crois, à Biarritz. Est-ce que l'électro-hypersensibilité, qui effectivement est reconnue par les MDPH, est qualifiée d'allergie ou pas? Les 500 SMS par jour, est-ce que c'est par gamin ou est-ce que c'est dans une classe? Et puis alors, une question qui m'interpelle beaucoup, j'étais, je ne vais pas donner son nom, mais j'étais ce week-end dans un grand salon de la région parisienne où il a été question des problèmes des ondes, et les moyens de se protéger des ondes, et notamment des compteurs liquides qui étaient avancés, pour moi qui suis scientifique, m'ont paru extrêmement proches du charlatanisme, c'est-à-dire des pierres, des orgonites, je crois, et puis ce fameux compteur, un boîtier qu'on appelle ERS, ou ERN. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais c'est quelque chose qui m'inquiète, parce que je pense vraiment qu'en tant que scientifique, quand on avance des choses, il faut être sûr de ce que l'on avance. Et là, les pratiques qui ont été avancées ce week-end dans ce salon me laissent un peu dubitatif. Merci. Ça tombe quoi? Alors, il y a plusieurs questions. La première, c'était quoi déjà? C'était... Non, c'est pas une allergie. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que... Oui, non. Alors, c'est... D'abord, ce qu'il faut bien savoir, c'est que l'électro-hypersensibilité est une condition pathologique reconnue par l'OMS. Il y a eu un congrès à Prague en 2004, et en 2005, l'OMS a reconnu l'électro-hypersensibilité comme condition pathologique, comme condition, je dirais, pathologique pour la santé, pas comme infection. Alors, il y a après, il y a eu après le congrès de Prague, il y a eu une modification de l'OMS qui parle maintenant d'intolérance environnementale idiopathique attribuée au champ électromagnétique. Bon. Et si vous voulez, il y a dans la classification des maladies telles que proposée par l'OMS une cotation qui réfère effectivement sous le thème de autres allergies un fourre-tout dans lequel il y a la sensibilité multiple aux produits chimiques et, si vous voulez, puisque ça a été décrit par un allergologue américain, la sensibilité multiple aux produits chimiques, qui est très voisine de l'électro-hypersensibilité, parce que les deux affections sont associées,
Et donc ça a été classé dans la classification de l'OMS sous la rubrique autres allergies. En fait, que ce soit le MCS, c'est-à-dire la sensibilité multiple ou l'électrohypersensibilité, ce ne sont pas des allergies. Ça n'a rien à voir avec des allergies. Ce sont des intolérances chimiques ou électromagnétiques qui se traduisent par des inflammations localisées, essentiellement pour ce qui est de l'électrohypersensibilité au niveau du cerveau, une inflammation avec ce qu'on appelle un stress oxydant, c'est-à-dire des modifications moléculaires qui font qu'il y a production d'un certain nombre de radicaux extrêmement réactifs et toxiques qui vont détruire les cellules ou en tout cas empêcher leur bon fonctionnement. Donc en tout cas, ça n'a rien à voir avec l'allergie. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Alors, c'est de la blague, c'est de la fumisterie. Tout ce qui existe, sous forme d'amulettes, de tout ce que vous pouvez imaginer, des pastilles qu'on met dessus, il y a peut-être une petite base de vérité pour dire qu'on va annuler les ondes, si vous voulez, d'une façon ou d'une autre, mais ça ne marche pas. Et tout ceci, et c'est les terres rares, etc., tout ça, c'est la blague. La seule chose qui persiste, c'est, si vous voulez, de ne pas mettre de compteur, bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Alors, il y a la possibilité de mettre des filtres au niveau des compteurs. Ça, je crois que c'est valable. Les filtres. Oui, on enferme les compteurs avec un certain... Là, je ne peux pas vous dire la précision, mais il me semble que là, ça peut avoir un effet, et surtout la protection vestimentaire qui est essentielle. Et un électrohypersensible ne devrait jamais se promener sans avoir un chapeau sur la tête anti-ondes, une écharpe anti-ondes et un t-shirt anti-ondes. Ça, c'est clair et net. Et il y a en Allemagne de très très bons produits tissu anti-ondes, qui est le tissu susfil naturel, qu'il faut utiliser. Voilà. Oui, bonsoir. Moi, j'avais juste une question au niveau des aides auditives. Parce que maintenant, les aides auditives correspondent entre l'oreille droite et l'oreille gauche. Qu'est-ce que vous appelez les aides auditives ? Quand on entend très mal, on a maintenant des appareils. Oui, les appareils, oui, c'est ça. Les appareils auditifs, oui. Les appareils auditifs, si vous voulez, c'est vrai que quand on est devenu électrohypersensible, on ne les tolère pas. Tout simplement. Non, madame, c'est pas les ondes, là, il y a encore une confusion qui se fait en permanence, si vous voulez, entre les ultrasons et sons, et les ondes sonores en général, et les champs électromagnétiques. Ça n'a strictement rien à voir. Bon, la seule chose qui fait que les électrohypersensibles ne tolèrent pas les appareils auditifs, c'est tout simplement parce qu'il y a du courant, il y a des piles, et il y a un courant continu qui se met dans l'oreille et qui fait qu'il y a un champ électromagnétique qui se diffuse directement dans l'oreille. C'est pour ça qu'ils ne les tolèrent pas. Mais ça n'a rien à voir avec les ondes sonores. Rien à voir. Bonsoir, je suis normalement appareillée, comme me disait la personne suivante, et j'ai été opérée des deux oreilles, donc les deux étriers sont changés. Maintenant, depuis 15 jours, 3 semaines, on m'a posé le liquide que je ne voulais pas sur mon palier, et je me retrouve avec des picotements dans tout le corps que je n'avais pas auparavant. Même quand j'étais sur l'ordinateur, avant je n'avais pas ça, et j'y restais assez souvent puisque j'ai fait des blogs sur le bien-être. Donc ma question est savoir, parce que j'utilise le magnétisme spirituel pour mon cas présent, et ça me fait beaucoup de bien. Je le fais depuis 25 ans, je le continue actuellement, et quand je sors de là, donc je pense... Personnellement, je voulais savoir ce que vous en pensez du magnétisme, et quand il n'est pas payant en plus de ça. Non, il faut rester très scientifique. Vous voyez, ce genre de discours décrédibilise complètement le combat que nous avons à mener. Par contre, ce que je peux vous dire, il y a une chose qui est très importante pour les électrohypersensibles, c'est 5 minutes, 1 à 2 fois par jour, pieds nus,
sur de la terre ferme, car vous mettez votre corps à la terre et vous déchargez toutes les charges électriques. Au moins, vous luttez contre les champs électriques. Quand on lutte contre les champs électriques, on lutte automatiquement contre les champs électromagnétiques du gaz. Alors vous savez que, si vous voulez, une charge électrique qui se balade, ça émet un champ magnétique. Voilà. Donc ça, c'était quelque chose à faire. C'est vraiment une recommandation majeure. Alors, il faut avoir un gazon pas loin, de la terre ferme pas loin de chez soi, et ça remplace toutes les séances de spiritisme ou autre. Ça, croyez-moi, c'est absolument efficace. La seule critique, c'est qu'il faut faire attention aux crottes de chien si vous êtes dans un gazon devant chez vous. Ah, couper le disjoncteur, c'est très bien. C'est très bien. Voilà, c'est très bien. D'accord. Ah, couper le compteur, c'est très bien. D'accord, mais il y a plein de méthodes. Il faut aussi câbler les fils électriques, etc., etc. Bon, ok. Bonjour. Enfin, bonsoir. Ne pensez-vous pas en fait qu'il y a un problème de méconnaissance des citoyens et que le fait d'arriver à vulgariser qu'est-ce que la pollution électromagnétique, déjà ça aiderait grandement le combat qu'il y a ici. À travers ce film, je n'en doute pas. C'est pour ça que ce film a un rôle majeur à jouer et qu'il faut également, en tant que citoyen, si vous voulez, diffuser l'information. Nous avons aussi une responsabilité, je vous en ai parlé dans les écoles, mais également l'éducation de ses propres enfants et ses amis, tous ses proches, etc. Alors nous avons plutôt une approche, en fait on est un groupe d'ingénieurs, on a plutôt une approche d'ingénieurs et on pensait plus à développer un... Nobody is perfect. Merci. On pensait plus à développer en fait un analyseur de spectre qui serait miniaturisé et qui permettrait de voir en fait en temps réel votre niveau d'exposition et l'intensité et la durée. Il y a déjà des appareils. Ça existe déjà, ça, vous pensez ? Oui, dans certains. Il y a même un appareil franco-français qui est de très très bonne qualité, dont j'ai pas la référence ici. Mais vous avez un site sur lequel vous pouvez trouver tout ça, c'est www.ehs-mcs.com. EHS, pardon, vous pouvez redire c'est ingénieur, je peux vous dire peut-être qu'il y a aussi en Allemagne une étude pionnière avec une technique basée sur la lumière. Et ça s'appelle VLC, Visual Light Communication. Et ça, c'est le Hertz Institut à Berlin. VLC, vous pouvez faire la recherche, il y a aussi des petits films à voir comment ça fonctionne. Alors, les 3 dernières questions, parce qu'on a dépassé 1 heure. Hein. Oui, bonsoir. Je suis là. Bonsoir professeur, est-ce que vous ne pensez pas que les milliards de téléphones portables sur Terre, ainsi que les antennes et les bombardements des satellites 4G, bientôt 5G, qui transforment la Terre en véritable micro-ondes, ne sont pas l'origine réelle du réchauffement climatique? Non, peut-être, j'en sais rien, mais si vous voulez, je crois qu'il faut, tout n'est pas forcément lié, hein, je peux pas vous dire. Ce qui est, vous voyez, il y a une chose qu'il faut absolument aussi, inclure dans le film, c'est le fait que les champs électromagnétiques artificiels, c'est-à-dire ceux qu'on utilise, contrairement aux champs magnétiques naturels, électromagnétiques naturels, sont polarisés, c'est-à-dire qu'ils se font dans une même direction et par ailleurs ils sont pulsés. Et c'est cela qui crée les désordres biologiques, parce que l'organisme a été adapté depuis des millions d'années aux champs électromagnétiques naturels. Voilà, qui sont, oui, mais c'est-à-dire que les champs électromagnétiques artificiels, c'est dans toutes les directions que ça se fait. C'est-à-dire les ondes, c'est pas dans une... les champs naturels, c'est dans toutes les directions, tandis que notre champ électromagnétique artificiel, c'est dans une seule direction que ça se fait. Et ça, c'est excessivement toxique. Voilà. Donc, maintenant, relier ça si vous voulez,
au réchauffement climatique, moi je n'en suis pas encore là, mais enfin, on ne sait jamais. C'est un projet. Peut-être, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Avec l'aluminium qui fait office de catalyseur au niveau des cellules. Et même des arbres. Les balancements de l'aluminium par oui. Tout d'abord, un grand merci pour ce film et pour toute l'information que vous nous amenez. Je voulais vous poser une question. Quand vous avez parlé tout à l'heure de la personne enceinte qui utilisait son ordinateur, est-ce que vous vouliez parler de la dangerosité du Wi-Fi et de l'ordinateur ou de l'ordinateur en lui-même, qui pourrait être mauvais? Ça marche pas. C'est le contact. C'est la proximité du champ électromagnétique vis-à-vis des ovaires ou de la grossesse. C'est ça qui fait, c'est ce qui a été dit dans le film, très très bien. C'est-à-dire que ça a été même dit, quand vous avez un champ électromagnétique à proximité des organes génitaux, que ce soit une femme ou un homme, vous avez un risque de stérilité. Là, je pense qu'il y a, si vous voulez, au niveau des... Je ne parle pas que des portables, là. Je parle des champs électromagnétiques en général, c'est-à-dire les basses et extrêmement basses fréquences et radiofréquences et hyperfréquences. Vous avez 4 groupes de pathologies. Le premier groupe, c'est le cancer. Le cancer est probablement la maladie la mieux étudiée, mais la plus difficile à étudier, car le cancer est une maladie multifactorielle. Donc, si vous voulez, les champs électromagnétiques, ça se noie avec le reste. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, il y a la radioactivité naturelle ou artificielle qui intervient. Vous avez les produits chimiques. Le cancer, c'est une maladie extrêmement compliquée. Vous avez une maladie pour laquelle on a démontré formellement que les champs électromagnétiques de basse fréquence, utilisés notamment au plan professionnel, créaient une maladie d'Alzheimer. Il y a 20 études épidémiologiques dans le monde et une méta-analyse qui a démontré clairement qu'il y a un lien entre exposition aux champs électromagnétiques de basse fréquence et survenue de maladie d'Alzheimer. Ça, c'est clair, net. Ça peut pas, la science, ça ne peut pas faire mieux. Par contre, ce qui n'est pas encore démontré, c'est que, et moi je pense que le risque existe de la même façon pour les radiofréquences et hyperfréquences, il y a forcément un risque d'Alzheimer aussi, et l'électrohypersensibilité, chez certains malades qui ne se traitent pas et qui continuent à être exposés, eh bien, ça peut évoluer vers un état de démence ou proche de la maladie d'Alzheimer. Troisième groupe de maladies, l'hypofertilité. C'est-à-dire que là, il est clairement démontré, que ce soit d'abord chez les femmes ou chez les hommes, que des champs électromagnétiques non thermiques, c'est-à-dire qui ne dégagent pas de chaleur, les radiofréquences, etc., peuvent créer une stérilité, une hypofertilité dans une stérilité. C'est des malformations progénitales chez la femme enceinte. C'est démontré chez la souris, de toute façon, ça de façon claire nette. Alors, les gens vous diront, oui, mais chez la souris, si oui, c'est pas la même chose que chez l'homme. Enfin, l'homme a oublié qu'on ce sont des animaux, en fait. Alors, il n'y a pas de raison que ce qui se passe chez les animaux, sur les... Donc, c'est un troisième groupe, cette hypofertilité. Quatrième groupe que vous avez encore, c'est les troubles cognitifs de l'enfance, qui sont les troubles du comportement, des dyslexies, des retards intellectuels, etc. chez l'enfant. C'est dramatique. C'est vraiment ce qui est pointé actuellement dans les données actuelles qui est le plus préoccupant, car à la limite, un électro-hypersensible, moi je vois des électro-hypersensibilités à 3 mois. Chez des gamins. J'ai quelques cas, pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns. Et donc ça c'est clair. Voilà. Donc là, voilà, les 4 grands groupes et un 5e groupe possible là, mais pas forcément démontré, à préciser encore, les cardiopathies, troubles du rythme cardiaque. Et puis les maladies neurodégénératives type épilepsie, sclérose en plaques. Les médecins, les vieux médecins savent pertinemment que pour déclencher une crise, si vous voulez, d'épilepsie, le soleil sur les champs électromagnétiques. Hein, voilà. Donc voilà tout un ensemble. Mais retenez bien, c'est le cancer, l'Alzheimer, l'électrohypersensibilité et puis les troubles cognitifs de l'enfant. Et l'hypofertilité, je ne sais plus si j'ai dit.
Bonsoir professeur, bonsoir monsieur, merci pour votre film et merci pour votre action. Moi je voudrais, depuis tout à l'heure, enfin depuis qu'on a regardé ce film, on ne parle que de l'exposition en champ proche. Et je voudrais qu'on remette au centre de la conversation aussi, parce que beaucoup d'électro-hypersensibles deviennent électro-hypersensibles parce qu'ils sont exposés d'abord aux antennes relais. Non, madame. Si. Non, si. Non. Oui. Non. Je dis formellement non. Et c'est une étude sur plus de 2000 cas qui vous dit non. Il y a une confusion qui a été faite dans les ONG en général et par les électro-hypersensibles en particulier entre cause et conséquence. Quand on est devenu électro-hypersensible, il est évident que les antennes relais ont un rôle majeur, ils sont plus tolérés. Et la Wi-Fi des voisins, ça a été dit, etc. On est du fait de l'abaissement du seuil de tolérance au champ électromagnétique, d'ailleurs qui concerne également la tolérance aux produits chimiques. Vous avez le MCSC, si vous voulez, une intolérance à tous les produits chimiques, quels qu'ils soient. Prioritairement les artificiels, mais également certains naturels, produits chimiques naturels. Les parfums naturels sont assez souvent non plus pas bien tolérés par les gens qui sont atteints de la MCS. C'est la même chose pour les champs électromagnétiques. Quand vous êtes devenu intolérant au champ électromagnétique parce que vous avez eu un abaissement du seuil de tolérance, vous êtes électro-hypersensible, c'est-à-dire que vous êtes sensible à tout, y compris à des antennes relais situées à 500 mètres. Mais la cause est complètement différente. Dans notre étude aujourd'hui, la cause de l'électro-hypersensibilité, ce qui a déclenché l'électro-hypersensibilité, l'apparition de l'électro-hypersensibilité, c'est l'abus du téléphone portable dans 60% des cas. C'est l'abus du DECT dans 10 ou 15% des cas. C'est l'exposition à l'ordinateur connecté en Wi-Fi dans 20% des cas. Et il reste, pour ce qui est des antennes, comme cause, d'abord pas les antennes sur les toits, mais les pylônes, les personnes qui vivent à proximité d'un pylône. Quand je dis à proximité, c'est 20 mètres d'un pylône ou à 5 mètres d'un transformateur électrique, ça représente 5% des cas. Donc il ne faut pas dire que l'électro-hypersensibilité est liée aux antennes relais, c'est pas vrai. Par contre, dire que les électro-hypersensibles ne tolèrent pas les antennes relais, oui, ça je suis d'accord là-dessus. Voilà, alors la toute dernière question ici, si c'était possible de faire une réponse brève. Merci beaucoup. Je voulais juste le savoir, on parle beaucoup de la vitamine C à haute dose, d'en prendre 10 grammes par jour, etc. Est-ce que ça peut avoir une utilité dans ces problèmes-là, l'aider à prévenir ou autre? Oui, ça peut avoir une utilité, mais toutes les vitamines, ou la plupart des vitamines ont une utilité. La vitamine D d'abord, c'est la première utilité parce que chez les électro-hypersensibles, vous avez plus fréquemment et plus profondément que dans la population non électro-hypersensible, une diminution de la vitamine D. Donc il faut compenser par de la vitamine D. Ça c'est un des premiers signes, d'autant que la vitamine D intervient sur le métabolisme du cerveau. Deuxième point, il y a les vitamines B1, B2, B6 qui sont essentielles dans la, je dirais, pour avoir des neurones qui fonctionnent bien. Donc il faut absolument corriger et même donner des vitamines du groupe B à dose suffisante. Et troisième point, pour ce qui est de la vitamine C, oui, d'accord, parce que la vitamine C a un rôle antioxydant, mais 10 grammes c'est beaucoup trop, il faut donner 1 gramme si vous voulez, en plus du reste, et à mon avis ce que je propose pour ce qui est de la vitamine C, c'est essentiellement manger des pamplemousses et des oranges, voire du jus d'orange naturel, bien sûr pas artificiellement fabriqué par nos fabricants, voilà, mais c'est surtout vitamine D et vitamine B qui sont importantes. Voilà, donc je vous remercie infiniment tous les deux d'être venus, d'avoir répondu très longtemps à toutes les questions. Oui. Mais je voulais vous demander, parce qu'on a vraiment été très long, parce qu'il y a eu 1h30, il va y avoir un pot là-haut, juste au-dessus de l'écran, et je voulais également vous demander de rester en contact avec Jupiter Film pour diffuser ce film le plus largement possible,
On va le faire là, maintenant on attaque la presse et on met en place la sortie. Donc on a déjà des cinémas, dans toute la France également, en Suisse et en Belgique francophone comme tous nos films, mais on a besoin de votre soutien pour en faire un succès et que les gens soient informés. On va également faire un complément de programme pour le DVD et la VOD pour que les gens soient informés avant toute chose et des informations pertinentes et pas du charabia. Donc merci beaucoup d'être venus parce que ça aide le film et ça nous aide dans la diffusion. Et maintenant, on va laisser le professeur Melcom et Klaus. Florian, tu peux venir ici avec les caméras.